de permettre un replay pour ceux qui ont loupé. Maintenant, s'il vous plaît, à part Marc et moi-même, peut-être vous coupez micro et vidéo de façon à ce que on n'obère pas tout l'écran. Voilà, pour Marie-Paul, tu peux couper le micro, le vidéo, s'il te plaît. Voilà quelqu'un qui arrive. Cher ami Ovage, bonjour. On demande encore de couper les micros et la vidéo. Nous sommes 7 pour le moment. C'est pas autant que l'on voudrait. C'est bon, Louis, tu peux y aller, tout est coupé. Oui, bon, d'accord, mais ça va un peu obérer l'écran. Donc, quelques personnes, si elles peuvent couper leur vidéo, ça serait mieux. Allez, bien, on peut y aller. Je fais le ménage sur mon écran. Et on y va. Eh bien, je vais vous parler donc de Nikola Tesla, qui est né en 1856 et décédé en 1943. Et on se pose la question, est-ce un inventeur de génie ou un savant fou? Ça démarre mal comme ça. Hein. Eh bien, pour démarrer notre propos, ben pourquoi il ne marche pas déjà? Voilà. Est-ce que vous êtes jamais entré dans un magasin un peu spécialisé et dire je voudrais avoir une bobine de 20 Tesla. Ah, la Tesla, pardon, est une unité d'induction magnétique. Elle a été définie en 1960 par le Système international des unités et pratiquement dans notre monde gadgetisé, nous sommes entourés de gadgets, de petits moteurs, de petits ordinateurs qui contiennent des boucles magnétiques dont on mesure la puissance en Tesla. Bon, vous ne le faites pas souvent. Par contre, je suis persuadé que vous aimeriez bien pousser la porte d'un magasin et dire « Moi, je veux une Tesla ». C'est une magnifique voiture électrique lancée par Elon Musk. C'était en 1903 déjà, et qui sont toujours références en la matière. Bon, Tesla, alors qu'est-ce qu'il y a derrière ces 5 lettres? Ce n'est pas un acronyme, c'est un nom. C'est le nom d'un homme qui s'appelait Nikola Tesla, et on va passer un moment à voir sa biographie. Est-il un inventeur de génie? Très certainement, parce qu'il a touché à plusieurs domaines, et à chaque fois, il a fait des apports extrêmement intéressants en électricité. Il a en particulier inventé l'alternateur, qui a ouvert la voie à l'énergie électrique de puissance. Il a été un précurseur de radio, dans la radiodiffusion, la radiocommunication, même si Marconi lui a ravi la prééminence pendant un moment, avant qu'on reconnaisse que c'était bien Tesla le précurseur. En mécanique, il a inventé une turbine magnifique, extrêmement complexe, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Mais dans tout autre domaine, l'automobile, la robotique, la dynamique des fluides, le radar, l'équipement thérapeutique, l'avion à décollage vertical, l'éclairage artificiel, les rayons X, les ordinateurs. Au total, il est titulaire de plus de 700 brevets, dont d'ailleurs un certain nombre ont été piqués par Thomas Edison, mais enfin, c'est autre chose. Et il a prédit nombre de technologies qui sont maintenant courantes, qui n'ont pas été reconnues ou développées de son vivant, comme la radiocommande, comme la télévision, comme le cyclotron, comme la robotique, le radar, le laser, la fusée spatiale, etc. Tout ça, il a touché à tout ça. C'est donc un touche-à-tout, donc il mérite très certainement son qualificatif d'inventeur de génie. Maintenant, par certains aspects, on peut se demander s'il ne ressemble pas à un savant fou, un peu par ses excentricités ou par sa façon de travailler. Il concevait tout ça dans sa tête, même pas un papier.
Il prenait un papier là et il écrivait le brevet. Éventuellement, s'il avait le temps ou si ça l'amusait, il expérimentait et de toute manière, il communiquait le résultat de ses recherches et de son invention avec un extraordinaire génie de la mise en scène qui n'avait d'égal que son ego. Il a inventé, il avait certaines obsessions dans son univers scientifique, en particulier celui du transport d'énergie sans conducteur. On en rêve toujours, on le fait un tout petit peu, et lui, il espérait bien avoir une solution globale au sens qui a intéressé tout le globe tout entier, qui aurait été l'énergie pour tout le monde et gratuite, bien sûr. Alors, pendant qu'il y était, il avait inventé une machine volante, sans aile, sans moteur, sans bruit. Même Jules Verne n'a pas osé inventer ça. Il avait aussi inventé le rayon de la mort, une arme tellement parfaite qu'elle aurait obligé les peuples à s'entendre pour assurer à jamais la paix. Qui était donc ce personnage? Il fait ses premiers pas en Europe. Il est né en fait le 10 juillet 1856 à Smiljan. C'est un petit village en Croatie, dans l'actuelle Croatie, à minuit pile et en plein orage. C'était dessiné. Quelques années plus tard, son père, qui était pasteur, est nommé à Gospić et la famille s'installe là. Et bien évidemment, le jeune Nicolas était destiné à la prêtrise. 1870, et on l'envoie au lycée de Karlovac. Oui, Karlovac, c'est l'ancienne Karlstadt, mais ça ne dit pas grand-chose, c'était le chef-lieu de la province. Au gymnasium, il est un brillant élève, spécialement en maths et en physique. Il passe son bac avec 1 an d'avance. Il retourne à Gospić. Là, il contracte le choléra. Il est à 2 doigts de la mort, et son père, désespéré, lui dit « Si tu en réchappes, je te permets d'aller faire une école d'ingénieur. » Du coup, il en échappe. Et le voilà en 1875 à l'école polytechnique de Graz, en Autriche. Il a fait une première année brillante, mais vers la fin de sa deuxième année, il entre en conflit avec un de ses professeurs à propos de la dynamo de Graham, lui prétendant que le collecteur et ses balais n'étaient pas nécessaires. Et en fait, elle n'est pas nécessaire, tout ceci n'est pas nécessaire en version alternateur. Mais à l'époque, c'était un iconoclasme, et du coup, eh bien, on lui supprime sa bourse. Et alors, il survit pendant une partie de sa troisième année, essentiellement en jouant et en gagnant au poker, on ne sait pas par quel moyen, mais finalement, il va abandonner ses études à l'école polytechnique de Graz. Alors, il trouve un emploi alimentaire en 1878 à Maribor, en Slovénie, dessinateur dans une petite entreprise d'engineering. Il a beaucoup de temps libre et il passe la plupart de son temps dans un bar à jouer aux cartes et aux échecs. Et puis en 1879, son permis de résidence est passé, donc on le reconduit à Gospić par la police. Et là, il est très affecté peu après par la mort prématurée de son père. Il trouve provisoirement un emploi de professeur au lycée de Gospić. Heureusement, il a 2 oncles évêques avec certains moyens, et il lui envoie de l'argent pour lui permettre d'aller à Prague. Mais on refuse son inscription à l'université parce qu'il ne connaît pas le grec, il n'a jamais fait du grec. Alors il fréquente les bibliothèques, il fréquente l'université en auditeur libre, il fréquente les cafés aussi, là d'une manière très assidue. Donc, il n'a pas de diplôme, mais il apprend le tchèque et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. En 1881, encore grâce à un de ses oncles, il est employé
comme administratif à la toute récente compagnie de téléphone de Budapest, dans un bureau. Mais quand il arrive, l'exploitation du téléphone de cette compagnie n'a pas encore démarré, il n'arrive pas à la faire démarrer. Alors, Tesla se met à la planche à dessin, il apporte toutes les améliorations nécessaires pour la faire démarrer, et le voilà, finalement, électricien en chef de la compagnie de téléphone de Budapest. Bon, mais à l'époque, on ne connaissait que le courant continu. Et lui, il avait l'obsession du courant alternatif. Alors un jour de 1882, avec un ami, il se promène dans un parc de Budapest, il s'arrête brusquement et de la pointe du talon, ou de sa canne plutôt, il dessine dans le sable un alternateur, il venait d'en avoir la vision. Et c'est en 1882 que le dessin, la conception de l'alternateur est née dans son esprit. Peu après, il se fait embaucher par la compagnie Edison, qui avait une filiale en Europe. D'abord à Paris, et là, il réalise l'éclairage électrique de l'Opéra. L'Opéra de Paris a été éclairé à l'électricité par les soins de Nikola Tesla. Il soumet à ce moment-là au directeur de la compagnie une amélioration de la dynamo de Edison. On l'accepte avec des félicitations et comme récompense, on l'envoie réparer l'éclairage des chemins de fer à Strasbourg. Là, il trouve l'occasion de faire une démonstration devant des investisseurs potentiels de son alternateur, mais a priori, personne ne comprend, donc on ne s'intéresse pas. Bon, ben là, il se dit, l'Europe est trop petite pour moi. Ses oncles, encore une fois, lui donnent un peu d'argent. Il s'embarque en 1884 pour l'Amérique. Oh, le voyage n'est pas sans histoire, hein. On lui vole son billet, son argent et une bonne partie de ses bagages. Une mutinerie éclate parmi l'équipage. Tesla est à 2 doigts d'être jeté par-dessus bord. Bref, le 6 juin, il arrive quand même à New York avec en poche 4 cents, un recueil de poèmes et un pyjama, mais aussi une lettre d'introduction auprès de Thomas Edison. Et ça, c'était capital. Un mois l'Amérique, dit-il, est à peine sorti des formalités d'immigration à Ellis Island, il se précipite chez Thomas Edison. Et celui-ci, impressionné par la conversation, il l'embauche aussi sec à la General Electric, mais à une condition, que jamais le mot courant alternatif ne soit prononcé devant lui. Bon, il met son mouchoir là-dessus et le premier travail du jeune ingénieur sera de réparer les dynamos d'un paquebot, le premier paquebot à avoir eu l'éclairage électrique. Et Edison l'avait envoyé un peu comme test parce qu'il connaissait le piteux état du matériel. Alors il est très surpris d'apprendre qu'après quelques jours, tout fonctionne. Oh. Du coup, il qualifie Nicolas et Dan Goldman, un sacré bonhomme. 1885, là, il est approché par un groupe d'investisseurs qui avaient entendu parler de lui, et il lui demande de monter une société pour l'éclairage nocturne des rues par des lampes arc. Tesla met au point des lampadaires extrêmement efficaces. Tout le dessin est remarquable, mais quand la compagnie devient rentable, Tesla est simplement remercié avec, comme toute compensation, quelques stock options qui n'avaient pas grande valeur. Edison le reprend alors et lui offre 550 000 $ si il réussit à améliorer les performances des dynamos fabriqués par la General Electric. Et effectivement, il les améliore, bien au-delà de ce qu'attendait Edison d'ailleurs, mais celui-ci oublie sa promesse. Et quand Tesla la lui rappelle, Edison répond que décidément, il ne comprend rien à l'amour américain.
Alors, sur le champ, Tesla quitte la compagnie, et la General Electric, et il se retrouve sans sous sur le pavé de New York. Pendant l'hiver 1886-87, il survit en travaillant comme ouvrier dans la construction, 2 dollars par jour. En 87, il est approché par la Western Union, concurrente de la General Electric de Edison, qui l'embauche comme chercheur sur la base d'un partage 50-50 du revenu des brevets développés par Tesla. Moins d'un mois après, le premier brevet est déposé. Du coup, le grand patron de la Western Union, George Westinghouse, le rencontre. Il est invité par l'American Institute of Electrical Engineers. Et il présente un papier sur un nouveau système de moteur et de transformateur en courant alternatif. Là, le mot est prononcé et George Westinghouse est impressionné. Il voit là une belle opportunité, aussi c'est qu'il embauche Tesla comme en échange de ses brevets, un cash de 25 000 $ et une royalty de 2,5 $ par cheval vapeur installé avec les brevets pris par Tesla. Ça peut faire, si ça avait marché, ça aurait fait des fortunes absolument incroyables. Il l'envoie à Pittsburgh, au siège de la compagnie, pour lancer la fabrication de ces alternateurs et moteurs. Et c'est là où, en fait, Tesla a fixé le standard américain du courant alternatif à 60 périodes. Vous savez tous qu'en Europe, on a le 50 périodes. Pourquoi 50 périodes? Parce que la France est en Europe et qu'elle avait inventé le système métrique décimal. Donc, on n'allait pas faire un truc duodécimal comme de 60 périodes. Voilà l'explication entre les deux courants alternatifs aux États-Unis et en Europe. Et puis, on arrive à ce moment-là à la guerre des courants. La guerre des courants, c'est courant continu qui est porté par Edison, contre le courant alternatif porté par Westinghouse et Tesla. Edison avait commencé à électrifier New York, c'est-à-dire éclairer les rues et les maisons de New York par la technologie de l'époque, c'est-à-dire en courant continu, une centrale électrique à vapeur. On a eu ça à Dinard. Hein. Mais évidemment, c'était limité à quelques centaines de mètres parce qu'on était en basse tension. Donc, c'était peu rentable. Et là, Westinghouse avait compris dès la première présentation par Nikola Tesla que si on utilisait le transformateur qui, entre-temps, avait été inventé par un Français, eh bien, on pourrait transporter de l'électricité sans perte pendant de longues distances. Donc, la guerre, ça y est, était déclarée. Mais Edison n'est pas du tout fanat pour lâcher prise. Et il part en campagne contre le courant alternatif sur plusieurs fronts. D'abord, sur le danger d'électrocution par le courant alternatif, il avait décidé que le courant alternatif était bien plus dangereux que le courant continu. Et pour ça, il fait des démonstrations publiques. Il électrise des chats du quartier qu'on fait ramasser par des gamins, puis ensuite des animaux de plus en plus gros. Il va même Westinghouser une éléphante du cirque Barnum atteinte par la limite d'âge. Et finalement, en 1890, on lui autorise à exécuter un condamné à mort, le premier condamné à la chaise électrique, avec du courant alternatif. Mais mal réglé, le pauvre, il en meurt, bien sûr, mais dans des souffrances horribles. Deuxième front, peut-être plus efficace, il jette le discrédit financier sur la compagnie de Westinghouse. Hein. Donc, toutes ces actions sont
perdent leur valeur. Au bout d'un moment, Westinghouse informe Tesla que il est obligé de suspendre le paiement de ses royalties. Alors Tesla, magnanime, déchire devant Westinghouse le contrat, et là, les investissements peuvent reprendre. Alors, Westinghouse va contre-attaquer et gagner. En 1891, il remplace une centrale à vapeur et encore en continu d'une mine dans le Colorado par une centrale électrique située à 30 km de là, donc en alternatif, haute tension. Et là, le succès est total. Ça marche impeccable et ça ne dépense pas de charbon, c'est parfait. Westinghouse obtient le contrat pour l'exposition universelle de Chicago en 1893. 12 générateurs de 750 kW chacun suffisent à illuminer l'ensemble de l'exposition. C'est un succès total. Et très curieusement d'ailleurs, les stands de la General Electric et de la compagnie de Westinghouse sont côte à côte. Et c'est un pur hasard. Ce succès a été déterminant pour passer en grand la centrale électrique de Niagara Falls, les chutes du Niagara en 1896. Dès 1895, le premier alternateur est testé. Le 16 novembre 1896, l'électricité arrive à la ville de Buffalo, située à 40 km de là, et c'est l'illumination générale, absolument. La guerre est gagnée définitivement en faveur de l'énergie électrique en courant alternatif, en production, en transport et distribution de l'électricité de puissance. Westinghouse avait vite réalisé que Tesla était plus un chercheur solitaire qu'un homme d'usine. Il lui offre un laboratoire dans un immeuble au 175 Grand Street à New York. Et Tesla il commence en 1889 des recherches sur des appareils à haute fréquence, c'était son dada, sur la transmission sans fil, sur les relations entre la lumière et l'électromagnétisme. Il commence à voyager, il va à Paris pour l'exposition universelle de 1889, qui a été la grande exposition universelle toute électrique. Il est impressionné. 1890, il découvre par hasard les rayons X bien avant Röntgen. C'était dans une application les oscillateurs haute fréquence des bobines de Tesla. Et la première première radiographie d'une main n'est pas celle de Marie Curie, contrairement à ce qu'on dit, mais celle de Nikola Tesla. Dès la même année, il découvre la transmission sans fil de l'énergie, mais alors là, avec des énergies très faibles, bien sûr. Il prend 2 tubes à vide, ce qu'on appelle des tubes néons maintenant, et dans une enceinte, dans une salle, avec 2 émetteurs, 2 résonateurs, les grandes plaques que l'on voit de part et d'autre de la table, il agite ces tubes fluorescents qui s'allument, transport d'énergie sans fil. Pour le moment, c'est ce qu'on appelle l'effet Tesla, mais pour le moment limité à des très faibles puissances. Donc, lui, il se pose un défi, un challenge, c'est la transmission d'énergie de forte puissance sans avoir à faire appel à des fils conducteurs. Ça sera l'obsession de sa vie. Il se lance à faire des conférences pour, bien sûr, valoriser financièrement ses découvertes, bien entendu, ses brevets, mais aussi pour satisfaire son ego. On a vu qu'il était assez bien dimensionné. Alors, il fait des conférences aux États-Unis, en Europe, un peu partout, aussi bien devant des audiences de scientifiques, où là, on admire sa connaissance et sa précision dans les démonstrations mathématiques ou physiques,
que dans le grand public. Et là, il devient la coqueluche de toutes les belles sociétés parce qu'il peut développer, il fait des mises en scène absolument merveilleuses. Même l'abbé Noblet c'était de la petite bière à son époque par rapport à ça. Du coup, il obtient en 1891 la nationalité américaine. Il en est très fier. Il emménage dans un nouveau laboratoire dans la 5e avenue. Et là, il travaille sur un brevet sur la liquéfaction de l'air. Et il était très avancé là-dessus, y compris au point de vue expérimental. Malheureusement, un incendie détruit tout le bâtiment, y compris tous les papiers qu'il avait préparés, matériel et documents qu'il avait préparés pour ce brevet. Et là, Tesla en est très, très affecté. Et on le comprend. À Saint-Louis, 1893, il fait la première démonstration publique de radiotransmission. C'était 2 ans avant la démonstration de Marconi. Marconi, c'était 1895 à Cape Cod. Et bien là, à Saint-Louis, Tesla fait un essai de radiotransmission entre Saint-Louis et je ne sais plus quelle ville, mais située à plusieurs centaines de kilomètres, et ça marche. Marconi a reçu le prix Nobel pour ça, pas Tesla, et Tesla d'ailleurs n'a jamais reçu le prix Nobel, et ça, il en était très affecté. N'empêche que toute sa vie, Tesla a bataillé pour faire reconnaître ses droits sur l'invention de la radio, et c'est finalement en 1944 que la Cour suprême des États-Unis a reconnu que les brevets de Marconi étaient préemptés par ceux de Tesla, mais malheureusement, Tesla était mort 1 an avant. Il continue ses recherches sur les ondes stationnaires, et là, en 1894, il atteint le million de volts. Ça fait des étincelles de plus de 5 mètres de long. Il fera d'ailleurs beaucoup mieux après. En 1898, il dépose un brevet sur la radiocommande. Il y a quelqu'un dont le micro est branché. Il y a un micro branché, s'il vous plaît. François, est-ce que ce n'est pas ton micro qui est branché? Je ne sais pas. Il y a un micro branché. S'il vous plaît, éteignez tous votre micro. On ne peut pas faire une conférence quand il y a quelqu'un qui parle en même temps. François Harel, est-ce que tu peux baisser ton micro, s'il te plaît? Fermez ton micro, on t'entend. François Harel, merci. Bien, je continue. Donc, il fait une démonstration de son... Il y a un micro ouvert et quelqu'un qui parle. Qui est-ce? Oui, parce que c'est plus facile pour les manuels. Louis, tu fermes le micro de François Harel. Voilà. François? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, oui. Tu continues, Louis, c'est bon. Oui, d'accord. Donc, il fait cette démonstration de son brevet sur la radiocommande. Tout marche bien. Il fait un petit bateau commandé à distance sur un bassin du Madison Square Garden. Et bien qu'il soit pacifiste convaincu, il présente son invention aux autorités militaires. Mais alors, parce qu'on est en pleine guerre, les États-Unis sont en pleine guerre avec l'Espagne, mais les militaires ne voient aucun intérêt dans ce gadget. Bon, ça n'arrête pas et il fait... Les expériences de décharge à haute tension font un bruit terrible qui excède des voisins de son laboratoire de New York. On propose à Tesla, on le propose d'ailleurs de façon musclée, de s'installer à Colorado Springs, en pleine nature, où là, il pourra mener ses expériences sans gêner personne. Il expérimente de gigantesques résonateurs à haute fréquence
qui gère des étincelles de près de 50 mètres de long. La consommation d'électricité est telle qu'elle met en panne la centrale et plonge la ville de Colorado Springs dans le noir. Nikola Tesla la répare à ses frais, bien entendu, en quelques jours. Il développe une théorie mathématique très compliquée sur les ondes terrestres stationnaires. D'après lui, c'est la voie au transport d'électricité qui est ouverte partout dans le monde. Bon. D'ailleurs, accessoirement, à Colorado Springs, il reçoit des signaux extraterrestres et il est persuadé qu'ils viennent de Mars ou de Vénus. Toute sa vie, il était persuadé qu'il était capable de communiquer avec les Martiens. Tesla veut aller plus loin. Il construit à Wardenclyffe une énorme tour et pour ça, il reçoit de l'argent d'un financier, John Pierpont Morgan, qui lui fait un partenariat de 150 000 dollars. C'est une tour à Long Island. Les journaux commencent à parler de la folie millionnaire de Tesla et les premiers essais, mais sont épouvantables. Enfin, le New York Sun fait état de choses bizarres qui se passent autour de l'émetteur, toutes sortes d'effluves électriques qui errent à travers l'obscurité. Morgan, lui, se pose des questions quant à la réelle finalité de l'expérience. Le grand rêve de l'énergie libre, le courant continu, on l'a vu, ne pouvait être transporté qu'à quelques kilomètres. Donc, on a inventé le transformateur, les lignes à haute tension, et ça a résolu ce grand transport, mais il faut toujours des fils. Et les fils, ça coûte cher, c'est pas beau, c'est dangereux, et c'est fragile. Un orage. Alors, si on pouvait se passer de fils, on pourrait transporter l'énergie en n'ayant pas tous ces inconvénients. Ça serait formidable. Et cette énergie, alors à ce moment-là, on pourrait peut-être la capter par l'énergie qui flotte dans l'atmosphère. Tesla en était convaincu. Donc, ou alors on pourrait fabriquer sur la Terre avec une énorme bobine de Tesla, envoyer des ondes en résonance, entourer la Terre d'une ceinture d'énergie qui serait inépuisable. Bon, d'où viendrait cette énergie? Bon, ça, c'est pas grave, hein, mais peut-être par le soleil, peut-être par... Il avait pressenti les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques. Bon, il dit, si cette énergie est cinétique, et nous savons qu'elle l'est, ce n'est qu'une question de temps, l'humanité aura mis en harmonie ces techniques énergétiques avec les grands rouages de la nature. Il disait en 1894, j'espère vivre assez longtemps pour être capable de poser une machine au milieu de cette pièce et la faire tourner par la seule énergie du milieu environnement. Ben, il a vécu jusqu'à 87 ans, mais ça n'a pas suffi. Alors, pardon, je trouve, excusez-moi. Il continue ses essais sur la tour de Wardenclyffe, mais là, à ce moment-là, comme il avait publié sa théorie, à quoi serviront les investisseurs? Donc, les investisseurs ne sont pas très chauds de voir se développer ça. Donc, Westinghouse et puis John Pierpont Morgan suppriment le financement de la tour de Westcliff. Donc, elle doit être arrêtée et bientôt elle est détruite pour apurer les dettes. Pourtant, on rêve encore maintenant de transporter l'énergie sans fil conducteur. Alors, ça existe, mais c'est ce qu'on appelle la White Tri-City, le transport par onde de l'électricité. Certains iPhones ou certains téléphones se rechargent en les posant sur une plaque, sans contact. On a des études très avancées pour recharger les voitures électriques à batterie sans avoir à enfoncer une fiche au-dessus d'une plaque.
Bref, tout ça avance, mais c'est pas aussi rapide que Tesla nous le prédisait. Lui il pressentait qu'il pouvait y avoir des régions où l'électricité ionique serait beaucoup plus facile à capter et à diffuser. C'était des aurores boréales. Il faut savoir que la NASA a conduit en Arctique un projet, le projet HARP, qui veut dire projet sur les aurores boréales actives à haute fréquence. Le projet continue toujours, mais plus par l'armée, mais par l'université de l'Alaska. Pourquoi pas toujours est-il que dans les années 70, les soviétiques, dit-on, recherchaient activement toute personne qui avait connu ou rencontré Tesla. Bon, c'était le grand rêve, mais continuons. L'étoile de Tesla pâlit, et en 1904, les premiers envies d'argent ont détruit la tour de Wardenclyffe au prix du bois. En 1906, pourtant, il présente un nouveau brevet sur une turbine sans ailette, magnifique, grande puissance et toute petite. Malheureusement, elle n'a jamais été réalisée industriellement. En 1907, il présente un programme pour dire que le rayon de la mort pouvait être utilisé pour rendre la guerre totalement impossible. C'est la machine qui rend la guerre impossible. Avec un émetteur amplificateur, il était possible de concentrer une énergie de 25 millions de volts capable de détruire n'importe quel engin ennemi. C'était un précurseur de l'arme de dissuasion nucléaire. Hein. Il continue avec ses idées. Et là, c'est un financier, John Astor, qui travaille avec Tesla sur un avion à décollage vertical, les fameux VTOL. Mais malheureusement, Astor et sa femme étaient sur le Titanic qui avait coulé en 1912. Et Astor n'avait pas survécu à ça. Donc, le brevet est accordé en 1928, mais n'a pas été financé. En 1916, eh bien, finalement, c'est la banqueroute qui est déclarée devant la Cour suprême. Il doit liquider Wardenclyffe, apurer ses dettes, etc. Il reste quand même actif. Il publie en 1917 dans une revue scientifique à partir d'une station émettrice, nous pouvons envoyer des ondes électromagnétiques stationnaires vers n'importe quel point du globe, de façon à déterminer la position relative et la direction de n'importe quel objet en mouvement, tel qu'un navire en mer, la distance qu'il a parcourue, sa vitesse. Eh bien, c'est exactement la définition du radar, dont l'inventeur officiel a été Robert Watson Watt en 1935. Donc, il avait eu en 1917, Nikola Tesla, la préscience du radar. Bon, en 1917, un peu de baume au cœur avec un article du président de l'American Society of Electrical Engineers. Si nous devions saisir et limiter de notre monde industriel les résultats des travaux de M. Tesla, les roues de l'industrie s'arrêteraient, les trains seraient immobilisés, nos villes seraient jetées dans la pénombre et nos usines seraient mortes. Son nom marque une étape dans l'avancement de la science électrique. De ce travail a jailli une révolution. C'était bien, ça a mis un peu de baume dans son cœur, mais pas beaucoup d'argent. Et là, on arrive à la fin. En 1919, il publie une série d'articles dans une revue technique. Bon, cet exercice lui a beaucoup plu. Il s'attarde complètement sur ses inventions, sur sa personnalité. Il commence à décrire aussi certaines de ses visions. Bref, il a peut-être gagné un peu d'argent, mais pas beaucoup de crédibilité scientifique en décrivant ses inventions. C'est dommage.
Il publie encore quelques brevets, oui, bien sûr. En particulier, ben, on voit là une voiture volante. Elle n'a jamais été expérimentée, oui, bien sûr. Mais par exemple, il avait breveté un indicateur de vitesse pour voiture basé sur la vitesse de l'air. Et vous avez entendu parler de cette très belle voiture qui s'appelait les Duesenberg. Eh bien, les Duesenberg étaient équipés d'un indicateur de visite basé sur la vitesse de l'air, l'invention de Tesla. De tout temps, Tesla était attiré par les oiseaux, et spécialement les pigeons. Vers la fin de sa vie, la compagnie des pigeons a remplacé celle de ses amis et de ses collègues, parce que petit à petit, cela se détournait de lui, doutant de plus en plus de sa rigueur scientifique. Tesla y passait de longues heures avec les pigeons à Central Park, à les observer, les nourrir, leur parler, et il y a à Central Park un panneau indicateur qui indique l'allée Nikola Tesla. Dans sa chambre d'hôtel, malgré l'interdiction, il abritait des pigeons malades et en 1922, il a été très affecté par la mort d'un pigeon. 1937, et là, il publie dans la revue Liberty un article qui reprenait le titre de celui de 1907, La machine pour rendre la guerre impossible, son canon à particules, le neutron, capable de détruire n'importe quel navire ou aéronef dans les années à distance. Il y expose ses vues sur ce que sera le monde dans les années 2035-2100, un monde meilleur, grâce bien entendu à cette invention. Tesla est de plus en plus seul, il a de moins en moins d'argent, juste une petite rente versée par la Westinghouse, qui paye également sa chambre à l'hôtel New Yorker, ce n'est pas le Saint-Régis. Et un jour de janvier 1943, il accroche à la porte de sa chambre l'écriteau « Ne pas déranger ». Le lendemain, la femme de ménage le retrouve. On arrive au bout de ce rapide tableau, trop rapide, de la vie de Nikola Tesla. On peut en dire beaucoup plus, mais je vais vous montrer un extrait d'une conférence pour vous dire combien il était visionnaire, et visionnaire en particulier de cette transition énergétique qui nous tient tant à cœur. C'était un extrait d'une conférence qu'il a présentée le 20 mai 1891 à l'American Institute of Electrical Engineers de New York. Nous arrivons à la fin d'un siècle qui a connu plus de bouleversements que tous les siècles précédents réunis. Les progrès de la science ont amélioré considérablement les conditions de vie de l'humanité. Et pourtant, malgré toutes les promesses des scientifiques, le monde dans lequel nous vivons est au bord de la rupture. Il se dirige à une vitesse phénoménale vers une situation catastrophe. L'explosion démographique, la destruction de l'environnement, des forêts, qu'elles soient tropicales ou tempérées, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère, la pollution de l'eau, ne sont que quelques aspects qui nous font frémir. Nous avons atteint un seuil critique, nous en sommes tous pleinement conscients. À ceci s'ajoutent des tensions politiques et militaires qu'on tente d'expliquer par des différences de conceptions politiques, économiques ou culturelles. La vraie raison en est pourtant la répartition inégale des richesses, le gouffre entre les plus riches et les plus pauvres, qui ne cesse de grandir, représente une véritable menace. Cette répartition inégale des richesses vient en grande partie du fait que la technologie actuelle n'est plus en mesure d'alimenter l'humanité de façon adéquate. Nous continuons à vivre comme les premiers hommes il y a 30 000 ans. Il n'y a pas de différence fondamentale entre le feu de bois d'un chasseur de la préhistoire et le moteur d'une voiture. Ce que nous voyons, c'est que cette technologie n'est plus appropriée pour garantir le bien-être et la paix de la population du globe. L'énergie est donc un des enjeux majeurs de notre époque et de notre avenir. N'est-ce pas un langage très moderne? On croirait entendre notre jeune Greta Thunberg. Eh bien, on aurait mieux fait de l'écouter, on aurait évité de perdre 130 ans. Avec ça, je vous remercie de votre attention. Je crois avoir tenu l'horaire
je suis à vos dispositions si vous avez des questions. Merci de votre attention. Merci Louis pour cette conférence sur Tesla. Il y a sûrement des questions parmi les 11 participants. On ouvre le banc. Qui est le premier à parler?